Bonjour à tous, alors on continue le redéballage de la boîte L'héritage de Dunwich. Ce coup-ci on va faire les cartes de la classe survivant ainsi que les cartes neutres, vu que bon, il y a une carte neutre. On va aussi voir l'investigateur Ashcan Pete, et ça clôturera cette boîte. Alors, j'ai le nez un peu pris, j'ai un peu mal à la tête aujourd'hui, j'espère que ça changera pas trop ma voix et ça me fera pas dire trop de conneries. Voilà, bon. Alors, Ashcan Pete, le vagabond, il a une volonté de 4, une intelligence de 2, une force de 2, une agilité de 3, 6 points de vie, 5 points de santé mentale. Vous débutez la partie avec Duke en jeu. Action rapide, défaussez une carte de votre main, redressez un soutien que vous contrôlez, limite d'une fois par round. Signe des anciens, plus 2, redresser Duke. Construction de deck, 30 cartes. Ah oui, c'est vrai que souvent, la plupart du temps c'est 30 cartes, j'oublie souvent de le dire, mais jusqu'à présent on n'a eu que des decks de 30 cartes. Donc, construction du deck, carte survivante de niveau 0 à 5, carte neutre de niveau 0 à 5, jusqu'à 5 cartes de niveau 0 prises dans les autres classes, comme les autres investigateurs de la boîte du coup. Enfin, le même schéma. Exigence du deck, Duke, en proie à des cauchemars, une faiblesse de base au hasard. Alors Duke, qui commence en jeu. Duke le fidèle Moloss, c'est un soutien qui coûte 2, qui n'occupe pas d'emplacement d'allié, important, même s'il a les traits alliés et créatures. Action, incliner Duke, combattre, vous attaquez avec une compétence de base de 4, cette attaque inflige plus 1 dégât. Action, incliner Duke, enquêter, vous enquêtez avec une compétence de base de 4, vous avez le droit de vous déplacer vers un lieu connexe juste avant d'enquêter avec cet effet. Ah oui, et Duke a 2 points de vie et 3 points de santé mentale. Et la faiblesse, en proie à des cauchemars, c'est une folie, révélation, inclinez tous les soutiens que vous contrôlez et placez en proie à des et placez en proie à des cauchemars en jeu dans votre zone de menace, les soutiens que vous contrôlez ne peuvent pas se redresser. Pour 2 actions, défausser en proie à des cauchemars. Alors, Ashcan Pete, il a des caractéristiques totales de 11, il a un total vie et santé mentale de 11, c'est faible. Il a une bonne volonté, 4. Il est mauvais en intelligence et en combat, et il est moyen en agilité. Donc Ashcan tout seul, il est mauvais, et il est peu résistant. Mais heureusement, il a Duke en jeu dès le début de la partie. Duke, c'est plus de vie. Enfin, il a 2 points de vie et 3 points de santé mentale. Ça veut dire que vous avez... Alors, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un tampon parce que Duke, on veut le garder en jeu, mais ça fait que vous pouvez encaisser plus de dégâts avant de perdre la partie. Voilà, et il a 2 actions différentes disponibles. Du combat avec une base de 4 au lieu des 2 d'Ashcan Pete, et une enquête avec une base de 4 au lieu des 2 d'Ashcan Pete, et en plus la possibilité de se déplacer avant d'enquêter. Vous êtes dans un lieu, vous inclinez Duke pour enquêter, vous vous déplacez dans un autre lieu et vous enquêtez. Donc vous avez fait vous avez fait un déplacement puis une enquête en une seule action. Et une compétence de base de 4, c'est bien. Alors, donc en fait, Ashcan Pete est quand même très dépendant de Duke. Et dans les 2 cas, il s'agit d'actions qui demandent d'incliner Duke. Donc chaque tour, normalement, vous pouvez en faire qu'une des 2. Mais Ashcan permet de défausser une carte de la main pour redresser un soutien contrôlé avec une limite d'une fois par round. Donc, en fait, la capacité de Duke, vous allez pouvoir l'utiliser 2 fois, à condition de défausser. Alors, un tour où vous aurez envie de combattre, vous pourrez faire 2 combats avec une base de 4. Et un tour où vous avez besoin d'investiguer, vous pourrez investiguer 2 fois avec une base de 4, tout en vous déplaçant également. Alors évidemment, il faut défausser des cartes, et il va falloir défausser des cartes assez régulièrement pour pouvoir utiliser Duke à son maximum. Du coup, moi je pense que le premier truc qui vient en tête, c'est toutes les cartes improvisées. Les 3 événements improvisés des survivants. L'arme improvisée, Les 3 événements improvisés, qui sont les 3 événements qu'on peut jouer depuis la défausse, qui sont plus forts quand ils sont joués depuis la défausse,
et qui, s'ils sont joués depuis la défausse, sont remélangés dans le deck. Donc vous avez l'arme improvisée pour combattre, vous avez la barrière improvisée pour faire une évasion, et vous avez faire avec les moyens du bord pour faire une enquête. Voilà, pour faire une enquête. Une autre possibilité aussi, si vous jouez Yaotl, comme d'habitude je vous le fais rapidement, vous avez la possibilité d'incliner Yaotl pour que lors d'un test de compétences, chaque compétence gagne un bonus égal au nombre d'icônes de compétences sur la carte du dessus de la pile de défausse. Donc éventuellement vous avez Yaotl en jeu, vous allez défausser des cartes qui ont plusieurs icônes du même type, et pas des icônes libres, de votre main. Vous voulez faire 2 enquêtes avec Duke, et ben vous utilisez Duke une première fois, il est incliné, vous défaussez de votre main une carte qui a, mettons, 2 icônes d'intelligence, vous faites la 2e enquête avec Duke, et maintenant vous voulez faire la 3e enquête du tour, vous faites l'enquête avec Ashcan Pit. Il a 2 de base, mais grâce à Yaotl, vous récupérez plus 2 parce que sur le dessus de la défausse, il y a cette carte avec ces 2 icônes d'intelligence. Alors, encore une fois, j'ai pas pensé à commencer par là, mais moi j'ai jamais joué Ashcan Pit. Donc là, ce sont des suppositions, ça demande toujours confirmation. Il faut les jouer, quoi. Il faut tester en conditions réelles. Mais voilà, pour défausser des cartes avec Ashcan Pit, on peut penser aux événements improvisés. Ça fait quand même 6 cartes, 3 cartes différentes, 2 exemplaires chacune. On peut penser à Yaotl avec des cartes qui ont beaucoup d'icônes du même type. Vous pouvez par exemple utiliser toutes les compétences désespérées, même si vous n'êtes pas descendu à 3 de santé mentale et que donc vous ne pouvez pas les attribuer à un test normalement, dans votre défausse, Yaotl vous donne quand même leur plus 4. Et il y a aussi un truc, il y a la récup. Voilà, après que vous avez réussi à enquêter avec une différence de 2 ou plus, inclinez récup, choisissez une carte objet dans votre pile de défausse et ajoutez-la à votre main. Et ben voilà, vous enquêtez avec Duke, ok. Vous défaussez un objet de votre main pour redresser Duke, vous faites une 2e enquête, et si vous avez réussi avec une différence de 2 ou plus, et ben vous remettez dans votre main l'objet que vous avez défaussé pour pouvoir redresser Duke. Donc il y a moi comme ça là tout de suite, encore une fois j'ai jamais testé, donc je me suis jamais creusé la tête pour trouver des possibilités, mais là comme ça, je vois ces 3 options là. Je défausse des événements improvisés et ensuite je les joue depuis ma défausse, ou je défausse des cartes qui ont en général 2, éventuellement plus si possible, mais c'est très rare. Icônes identiques pour me donner un boost plus tard avec Yaotl. Donc 2 ça va être diverses cartes, 3 j'ai pas d'exemple en tête, et 4 ça va être les compétences désespérées. Ou alors la récup, je défausse des objets et je les récupère avec récup. Voilà. Alors à noter, Ashcan Pit il commence avec 5 de santé mentale. Si vous lui faites un deck avec plusieurs compétences désespérées, il est fort possible qu'il en ait rapidement besoin. Voilà. Éventuellement vous trouvez une carte. Alors celle qui soigne les dégâts et fait prendre les horreurs, c'est les analgésiques. Donc voilà, Ashcan Pit avec analgésique, il se prend des dégâts. Vous utilisez analgésique une fois, il se prend une horreur. Lors de la dernière attaque qu'il n'a pas pu empêcher, il s'est pris une autre horreur. Il a 3 de santé mentale. Et toutes vos compétences désespérées deviennent utilisables, on va dire, normalement. Voilà. Alors évidemment, le signe des anciens, plus 2, redresser Duke, c'est génial. Parce que là, l'action rapide d'Ashcan Pit, on peut l'utiliser qu'une fois par round. Mais on peut utiliser l'action rapide qu'une fois par round, mais ça n'interdit pas de redresser Duke plusieurs fois dans le round. Donc vous pouvez utiliser Duke, il est incliné, vous défaussez une carte, vous le redressez, vous le réutilisez, vous piochez votre jeton, c'est un signe des anciens, et vous redressez Duke et hop, vous utilisez Duke une 3e fois. Voilà. Alors, évidemment, Ashcan Pit sans Duke, il emmène pas large. Il va falloir faire attention à Duke. Moi, je connais pas par cœur tous les scénarios, mais je sais qu'il y a des scénarios avec de la défausse de soutien. Donc, je pense qu'il faudra
toujours quand même garder un soutien en jeu. Quand vous utilisez l'action de combat de Duke, comme vous utilisez l'action de combat de Duke, vous ne pouvez pas utiliser autre chose en même temps. Vous ne pouvez pas dire j'utilise ma hache d'incendie pour donner un bonus à cette attaque-là. Donc, si vous partez du principe que vous faites 2 fois une action identique dans le tour et que la troisième action, ça va être, je sais pas, un déplacement ou la même chose mais entre guillemets à main nue en utilisant Ashcan Pit, vous pouvez vous dire que ça va pas être très utile de bien équiper Ashcan Pit, mais je pense que c'est quand même important de lui mettre quelques soutiens dans son deck en prévision de la carte du deck de rencontre qui dirait choisissez un de vos soutiens, défaussez-le. Si vous avez que Duke comme soutien, vous le défaussez, là vous êtes, je pense, vraiment mal barré. Donc voilà, vous avez Duke pour faire 2 attaques par tour ou pour faire 2 investigations par tour, mais prévoyez quand même dans votre deck, je sais pas moi, une paire de machettes ou une paire de haches à incendie, une paire de lampes torches, une paire de loupes, enfin bref, divers soutiens. Alors à noter, avec Duke, on fait les tests avec une compétence de base de 4, des choses comme je le disais, des objets qui auraient leur propre action, type lampe torche ou machette, évidemment c'est pas cumulable, par contre les bonus passifs sont cumulables. Ashcan Pit a 2 dans chacune de ces 2 compétences, quand il utilise Duke, il passe à 4. Voilà, je pense que j'ai fait le tour d'Ashcan Pit et de Duke. Maintenant, en proie à des... Ah mais c'est pas vrai, c'est la 3e fois que je me trompe. En proie à des cauchemars. Vous inclinez tous les soutiens que vous contrôlez. Vous mettez en proie à des cauchemars dans votre zone de menace. Vous ne pouvez plus redresser vos soutiens. Et il va falloir dépenser 2 actions pour le défausser. Si vous piochez ça pendant la phase d'entretien, vous inclinez tout. Vous avez passé la fenêtre où vous redressez tout. Du coup, vous commencez votre prochaine... au début du round suivant, vous avez tout incliné. Pendant toute votre phase d'investigation, tout est incliné. Et pendant votre phase d'investigation, vous devez dépenser 2 actions pour que pendant la phase d'entretien, tout se redresse. C'est, je trouve, très punitif. Moi, je pense que vu l'importance de Duke, vous n'avez pas le choix, à moins vraiment d'être dans une situation, par exemple, engagée avec un ennemi, et si vous faites une double action pour défausser cette carte, vous prenez 2 attaques d'opportunité. Dans ce cas-là, ok, il faut essayer de ne plus être engagé avec un ennemi, mais sinon, c'est vraiment indispensable de s'en débarrasser tout de suite. Voilà, je vois pas ce qu'il y a à dire de plus là-dessus. Alors, on va donc passer maintenant aux cartes survivantes de la boîte. La première, c'est la hache d'incendie. C'est un soutien qui coûte 1, qui occupe un emplacement de main, un objet, une arme de corps à corps. Action, combattre. Si vous n'avez aucune ressource dans votre réserve de ressources, cette attaque inflige plus 1 dégât. Lors d'une attaque avec la hache d'incendie, dépensez une ressource, vous gagnez plus 2 en force pour ce test de compétence, limite de 3 fois par attaque. Chaque fois que j'ai à faire un deck de survivants, ou un deck en tout cas qui inclut des cartes survivants, c'est la première arme à laquelle je pense. Alors peut-être pas si c'est un deck gardien survivant, parce que dans ce cas-là, bon, il y a la géniale machette, mais là, on a quand même une excellente arme. Donc, de base, vous avez plus 0 en force et plus 0 dégâts. Donc c'est à force... vous utilisez votre force de base et vous infligez 1 dégât. Sauf que vous pouvez dépenser jusqu'à 3 ressources pendant l'attaque, et pour chaque ressource dépensée, vous gagnez plus d'1 en force. Donc vous dépensez une ressource, ça vous fait plus d'1 en force, ce qui est mieux que la machette par exemple. Si vous pouvez dépenser 2 ressources, vous avez plus 4. C'est énorme, plus 4. Wendy, elle a 1 de base, elle a 2 ressources à dépenser, elle combat avec une force de 5. Ça revient... c'est la même force que Roland quand il combat avec sa machette. Et si Wendy, elle paye 3 ressources, là, elle est carrément à 7. Donc 7, c'est Mark Harrigan avec sa machette et un flic en patrouille en jeu. Et en plus de ça, si vous n'avez aucune ressource dans votre réserve de ressources, vous infligez plus 1 dégât. Donc vous pouvez dépenser des ressources pour augmenter votre force, et si vous n'avez plus de ressources, vous faites un 2e dégât lors de votre attaque. Je sais pas comment dire, c'est la combo est écrite sur la carte. Votre investigateur a 2 ressources, il dépense ses 2 ressources, il a plus 4 en force,
et s'il réussit son attaque, il inflige 2 dégâts. Alors évidemment, le problème, c'est que une fois que vous n'avez plus de ressources, vous n'avez plus de ressources. Donc, je reprends mon exemple, vous avez 2 ressources, vous les dépensez pour vous donner plus 4 en force, ça vous permet de faire 2 dégâts en une attaque. Vous réussissez votre attaque, vous avez fait 2 dégâts, vous êtes content. Maintenant, comme vous n'avez plus de ressources, lors d'une deuxième attaque, votre hache d'incendie pourrait de nouveau faire 2 dégâts, sauf que maintenant, vous n'avez plus de ressources pour booster votre force. Heureusement pour ça, il y a Madame Labranche qui est dans le pack Le Spectre de la Vérité. Alors, bon, j'entre pas dans les détails, mais Madame Labranche a 2 actions rapides. Si vous n'avez aucune carte dans votre main, inclinez Madame Labranche, piochez une carte. Bon, ça, c'est pas le sujet. Mais si vous n'avez aucune ressource, inclinez Madame Labranche, gagnez une ressource. Donc, revenons à mon exemple. Vous dépensez vos 2 ressources, vous vous donnez plus 4 en force, vous faites votre attaque qui inflige 2 dégâts si elle est réussie. Maintenant, pendant l'action suivante, fenêtre d'action rapide, vous utilisez Madame Labranche pour gagner une ressource. Vous dépensez cette ressource avec la hache d'incendie, vous vous êtes donné plus en force, vous n'avez plus de ressources, donc votre attaque va infliger 2 dégâts de nouveau. Bon, ça ne marche que 2 fois, mais c'est déjà bien quand même. Donc, vous avez une première attaque où vous pouvez booster votre force jusqu'à plus 6, et vous avez une deuxième attaque où vous boostez votre force à plus 2. Chaque attaque inflige 2 dégâts si réussi. Et donc, cette carte-là est la première qui incite à jouer avec aucune ressource au bon moment. J'insiste sur le au bon moment, parce que chacun donne son nom. Moi, j'aime bien le nom de survivant fauché. Voilà. L'archétype du survivant fauché, ou plutôt du survivant qui dépense ses ressources au bon moment. Donc vous avez la hache d'incendie. Si vous n'avez pas de ressources, vous infligez les dégâts 2 par 2, alors que c'est une arme qui vous coûte que 1, qui n'a aucune munition, et qui n'a pas d'effet négatif comme la batte de baseball. La batte de baseball, elle vous donne plus de force tout le temps, mais vous piochez un crâne, vous piochez un échec automatique, et vous devez la défausser. Là, c'est pas le cas. Bon, pardon pour l'interruption. Donc, je disais, il y a également Madame Labranche, vous n'avez plus de ressources, vous l'inclinez, vous gagnez une ressource. Donc, même quand vous n'avez aucune ressource disponible, vous avez la possibilité d'en récupérer une, et il y a le deuxième effet, si vous n'avez aucune carte en main, vous piochez une carte. Bon. Et enfin, il y a Cacher son jeu. Cacher son jeu, donc c'est un soutien qui coûte 3, c'est cher, mais c'est peut-être pas très gênant. Dans le pack aux frontières du visible, cette carte. Vous avez le droit d'en avoir qu'un par investigateur. Pendant la phase d'entretien, vous avez le droit de choisir de ne pas gagner de ressources. Tant que vous n'avez pas de ressources, vous avez plus 1 à chaque compétence. Donc si on cumule les 3 cartes que je viens de vous montrer, vous attaquez. Vous décidez de dépenser toutes les ressources que vous avez. Pour chaque ressource, mettons que vous avez seulement la ressource de votre dernière phase d'entretien, vous dépensez votre unique ressource, ça vous donne plus 2 en force. Maintenant, vous n'avez plus de ressources. Comme vous n'avez plus de ressources, Cacher son jeu vous donne plus 1 en force. Et comme vous n'avez plus de ressources, la hache d'incendie vous permet de faire 2 dégâts d'un coup. Du coup, vous avez plus 3 en force et vous faites 2 dégâts si vous réussissez votre attaque. Bon, la première attaque est faite. Vous utilisez Madame Labranche, vous gagnez une ressource, vous la dépensez avec la hache, même chose, plus 3 de force et vous allez infliger 2 dégâts. Alors, voilà. Alors une 4e carte que je vais mentionner rapidement, c'est Livre à vous-même, c'est un soutien de niveau 3, un seul par investigateur. Vous devez le défausser si vous contrôlez un soutien qui occupe un emplacement d'allié. Par contre, quand vous jouez un événement survivant, vous inclinez cette carte et vous réduisez de 2 le coût de cet événement. J'ai oublié de dire, c'est dans le pack La Cité des Archives. Du coup, combiné au reste, combiné aux 3 cartes précédentes, ça vous permet chaque tour de faire 2 attaques à la hache avec plus 3 de force et plus 1 dégât, et de jouer un événement qui coûte 2 ou moins. Bon, par contre, l'impossibilité de cumuler avec un allié, enfin un soutien qui occupe un emplacement d'allié, pas un soutien qui a le trait allié, je trouve ça quand même assez restrictif. Bon, comme on parle d'Ashcan Pit, je rappelle, Duke n'occupe pas d'emplacement d'allié. Donc vous pouvez avoir en jeu Livre à vous-même et Duke.
Mais bon, alors cette carte-là, je l'ai intégrée dans le deck Wendy Adams que je vais tester sur la campagne La Civilisation oubliée. Enfin, je l'intègre pas dans mon deck de départ, bien sûr, mais une fois l'expérience gagnée, ça sera dans le deck. Donc d'ici, d'ici quelques vidéos, je pourrais faire un retour sur cette carte. Bref, après cette digression sur l'archétype du survivant fauché, passons maintenant à Peter Sylvestre, la vedette du campus. Alors, c'est un soutien qui coûte 3, allié miskatonique, il occupe un emplacement d'allié et il vous dit « Vous gagnez +1 d'agilité ». Réaction, après la fin de votre tour, soignez une horreur de Peter Sylvestre. Ce soutien est génial. Bon, déjà, vous avez +1 en agilité, ça va vous servir pour certains, contre certaines cartes du deck de rencontre, ça va vous servir si vous avez une stratégie d'évasion ou tout simplement si vous avez des cartes qui jouent sur l'agilité, du genre combattez avec l'agilité, ou mettons si vous utilisez les outils de crochetage, vous enquêtez avec intelligence plus agilité, ou il me semble que j'ai oublié un truc, non ça doit être ça, voilà. Donc déjà ça c'est un bonus intéressant, et après la fin de votre tour, soignez une horreur de Peter Sylvestre, ça veut dire que vous pouvez vous prendre une horreur par tour, vous la mettez sur Peter Sylvestre, et hop, elle est soignée, elle est soignée. Donc Peter Sylvestre, c'est un tampon d'une horreur par tour. Analgésique, vous mettez une horreur sur Peter Sylvestre, vous retirez un dégât de votre carte d'investigateur. Après la fin de votre tour, vous retirez l'horreur de Peter Sylvestre. Ça peut être intéressant dans un deck Calvin Wright, parce qu'au bout d'un moment, Calvin Wright, il peut plus encaisser les horreurs. Sinon, il est vaincu mentalement. Enfin, il est vaincu aux dégâts mentaux. C'est intéressant dans un deck Agnès Baker, parce que elle va vouloir encaisser des horreurs, voire se les infliger elle-même pour faire des dégâts directs sans test aux ennemis. Et pareil, même si elle commence avec, je dirais de mémoire, 9 de santé mentale, à un moment donné, elle risque de se prendre son 9e dégât. Ou alors il suffit tout simplement qu'à un moment, si vous savez que vous risquez les horreurs directes, toutes les horreurs non directes, vous essayez de les mettre sur Peter Sylvestre. C'est aussi dans l'héritage de Dunwich, tiens. Peter Sylvestre de niveau 2, concrètement, qu'est-ce qui change ? Il vous donne également +1 en volonté, et il passe de 2 à 3 de santé mentale. Donc ça veut dire que pendant un tour, vous pouvez lui infliger les 2 premières horreurs que vous subissez, et il n'est pas vaincu. À la fin de votre tour, il se soigne d'une. Le tour suivant, éventuellement, vous lui en infligez une, puis il se soigne d'une. Le tour suivant, vous prenez rien, ça y est, il est de nouveau parfaitement soigné. Donc il est vraiment génial. Pour uniquement 2 points d'expérience, moi je trouve que c'est un super allié pour les survivants. Alors, le fait de cumuler agilité, bonus en agilité et bonus en volonté, alors là j'ai pas sous la main la liste de tous les investigateurs pour lesquels c'est particulièrement profitable. Il y a Séphina Rousseau, elle est truand et elle peut intégrer des cartes mystiques, donc vous pouvez utiliser le bonus en volonté pour les sorts, vous pouvez utiliser le bonus en agilité pour des cartes truands, pour les outils de crochetage par exemple, mais de façon générale, voilà. Alors les 2 bonus sont intéressants, le fait de pouvoir lui infliger dans le même tour 2 horreurs, c'est vraiment pratique, c'est génial. On aurait tort de se priver si on a besoin d'agilité, de volonté ou d'un peu de tampon à horreur. Carte suivante, APA, un événement qui coûte 1, très ruse, échappez à, en cas de réussite et si l'ennemi est non élite, échappez-lui et déplacez-le vers un lieu connexe. Bon, vous dépensez 1, vous n'avez aucun bonus à votre évasion, s'il est non élite, en plus de lui échapper, vous le déplacez. Ouais, alors s'il n'est pas chasseur, il va se redresser dans un lieu et il va plus en sortir. S'il est chasseur, vous donnez un tour de plus. Mettons c'est la dernière action de votre tour. Mais voilà, mettons vous êtes engagé avec un ennemi qui est chasseur. Vous jouez à pas. Vous réussissez votre évasion. Il est incliné. Vous le déplacez dans un lieu. Face des ennemis, il est incliné, il n'y a pas de problème. Phase d'entretien, il se redresse. Et voilà, il n'y a pas de problème.
Pendant votre phase d'investigation suivante, vous finissez ce que vous avez à faire dans le lieu, vous en sortez. Phase d'ennemi, il se déplace vers le lieu dans lequel vous étiez, en supposant qu'on est dans une disposition linéaire des lieux. Il se déplace vers là où vous étiez, mais vous n'y êtes plus, donc vous lui avez échappé. Par contre, non élite. À noter, bon, moi j'aime bien trouver des utilisations à la carte barricade. À noter que Mintifan peut utiliser cette carte-là. Donc, éventuellement, vous pouvez jouer à pas. Alors, bon, il faut réussir l'évasion. Hein. Vous jouez à pas, vous réussissez à échapper à l'ennemi, vous le déplacez vers un lieu connexe, puis vous jouez votre barricade et il ne peut plus re-rentrer. Alors, même si j'ai peu joué les survivants, je n'ai jamais envisagé cette carte jusqu'à présent. Peter Sylvestre de niveau 2, je viens d'en parler. Et la carte neutre, le Kukuri, un soutien qui coûte 2, qui occupe un emplacement de main, objet, arme, corps à corps. Pour une action combattre, vous gagnez plus en force pour cette attaque. En cas de réussite, vous avez le droit de dépenser une action supplémentaire pour infliger plus 1 dégât lors de cette attaque. C'est une arme qui est vraiment très quelconque. Vous n'infligez qu'un dégât, vous avez un bonus de force de 1. Par contre, si vous réussissez votre attaque, vous pouvez dépenser une action pour infliger un dégât. Donc, si vous réussissez l'attaque, vous dites je dépense une deuxième action, ça inflige un deuxième dégât. Si vous comparez ça au couteau, le couteau c'est plus 1 en force pour une attaque, point. Donc avec le couteau, pour infliger 2 dégâts, il faut réussir un premier test pour infliger le premier dégât, il faut réussir un deuxième test pour infliger le deuxième dégât. Avec le Kukuri, il vous suffit de réussir un test. Vous réussissez le premier test, vous infligez le premier dégât, le deuxième dégât ne nécessite pas de test. Donc, si vous partez du principe que vous réussissez vos deux tests, c'est kiff-kiff. Si vous partez du principe que vous n'avez pas la garantie de réussir les 2 tests, le Kukuri est mieux. Mais bon, ça reste quand même moins intéressant que, je sais pas, toutes les armes qui existent. Donc vraiment, on peut passer dessus vite fait. Donc voilà, on a vu toutes les cartes. Alors faisons un petit récapitulatif. La hache d'incendie, c'est une très bonne arme pour les survivants. La seule, on va dire, contre-indication, c'est si vous avez beaucoup de cartes qui coûtent cher. Si vous essayez de jouer de la récursion avec véritable survivant, dégourdi, choses comme ça, vous allez vouloir jouer des soutiens qui coûtent beaucoup de ressources et la hache incendie va rarement infliger 2 dégâts à la fois. Mais à partir du moment où vous n'avez pas besoin de conserver plein de ressources, c'est une très bonne arme. Ça vous permet de faire des tests avec une force élevée et ça vous permet d'infliger les dégâts 2 par 2. Et c'est l'arme incontournable si vous jouez dans l'archétype du survivant fauché. Peter Sylvestre, c'est génial. Encaissez une horreur chaque tour. Un bonus de plus 1 en agilité. À pas, bof. À moins d'avoir vraiment un truc en tête, ouais, je suis assez dubitatif. Vous payez 1 pour déplacer un ennemi. Alors oui, si vous jouez un deck basé exclusivement sur l'évasion, ok, ça a sa place. Si vous jouez Rita Young qui peut, je crois, infliger un dégât quand elle a réussi à échapper à un ennemi, ok, vous voulez vous échapper souvent. Mais là, c'est une carte qui vous aide pas à vous échapper, ça vous donne juste un petit bonus une fois. Enfin, ça vous donne un effet sympathique de déplacer un ennemi. Donc, ouais, je suis pas convaincu. Peter Sylvestre de niveau 2, il est encore meilleur que Peter Sylvestre de niveau 0. Voilà. Et le Kukuri, je suis pas du tout convaincu. Si vous voulez infliger 2 dégâts, vous avez besoin de réussir qu'un seul test. Il faudrait vraiment trouver un investigateur qui a accès à aucune bonne arme et qui a plein d'actions pour que ça soit intéressant. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. C'est aussi la fin de la boîte L'héritage de Dunwich. Donc prochaine vidéo, ça sera le pack Le musée Miskatonic. Voilà, bonne soirée, au revoir.